filiation donc, est un constituant essentiel de l'identité, notamment dans la quête des origines, qui a toujours été une question primordiale pour l'être humain, tant sur le plan individuel que sur le plan que pour l'ensemble de l'humanité. La notion de filiation narrative sollicite le concept d'identité narrative, donc qui a été très développé par Paul Ricoeur, et plus précisément dans son rapport à son origine. La narrativité, donc la capacité à raconter une histoire, est spécifique à l'être humain et lui permet de raconter, à lui-même et aux autres, sa propre histoire personnelle et collective. L'homme est le seul animal capable de se raconter des histoires concernant son origine et son avenir. J'axerai la présentation sur deux axes principaux. L'un concernant l'importance de la narrativité dans la constitution de l'identité humaine sur le plan phylogénétique, c'est-à-dire en m'intéressant un peu sur le plan anthropologique à l'enfance de l'humanité et la place qu'occupe la narrativité chez nos ancêtres, les Homo sapiens sapiens. Et dans un deuxième temps, je parlerai davantage de l'identité narrative et de ces deux pôles constitutifs, fixes et mobiles, selon le concept de Paul Ricoeur. Les caractéristiques essentielles du langage humain tel que nous le connaissons, notamment avec les marqueurs de temporalité, correspondent à un stade récent, très récent même de l'évolution humaine, à peu près 40 000 ans, qui a distingué les Homo sapiens sapiens des Homo sapiens archaïques qui, eux, remontent à peu près à 100 000 ans. Autour de 100 000 ans, il y avait l'existence d'un proto-langage qui n'avait aucun marqueur de temporalité, qui permettait une distinction de choses dans la réalité concrète et immédiate, donc avec à la fois une proximité spatiale et temporelle. Seuls les Homo sapiens modernes ont acquis le langage avec une véritable fonction narrative, et quelques anthropologues ont émis l'hypothèse que la véritable fonction narrative a permis la remémoration d'expériences passées pour éviter la répétition catastrophique aboutissant à des exterminations. Seule cette homonarrance a pu transmettre une expérience passée qui n'est pas donc dans le champ sensoriel immédiat, c'est-à-dire dans la perception à la fois spatiale et temporelle. Cette remémoration donc, joue un rôle préventif au travers du rite, qui est un agir sur un mode symbolique d'une action passée, puis du mythe, qui est la mise en mots d'un rite, qui joue un rôle préventif, donc en instaurant un corps de loi régulateur de la violence fondatrice originelle de tout groupe humain, comme l'a défini René Girard. Cette fonction narrative, qui est vraiment propre à l'homme, a permis à nos ancêtres donc, de survivre et de supplanter les autres Homo sapiens. C'est donc un instrument de régulation sociale, mais aussi un instrument de créativité, en dissociant la représentation de la réalité concrète qu'elle est censée représenter. Le centre organisateur de l'évolution de l'espèce se déplace alors du biologique vers le social et le symbolique, et ce qui permet d'échapper aux contraintes de l'évolution néo-darwinienne. L'identité narrative selon Paul Ricoeur. Alors, c'est les grandes œuvres principales de Paul Ricoeur qui ont d'abord porté sur le rapport de l'homme au temps, donc, qui a écrit ces 3 volumes de Temps et Récit, et ensuite le rapport de l'homme à son identité, dans lequel le temps a une grande importance, et aussi la relation à l'altérité, donc dans soi-même comme un autre. Alors, Ricoeur souligne l'accès indirect à soi par le récit, et je le cite, « le nécessaire détour par le langage dans les chemins qui mènent à la constitution du soi ». Il conclut que la connaissance de soi est une interprétation de soi. L'identité d'un personnage est équivalente à son histoire de vie et n'est accessible qu'au travers du récit. L'identité, qui est un équilibre entre deux pôles, un fixe, l'identité idem ou la mêmeté, et l'inchangeant, l'identité ipsé ou l'ipséité. Alors, l'identité idem répond à la question « que suis-je » C'est l'ensemble des caractères qui permettent de réidentifier un être humain au cours du temps. C'est-à-dire, ça indique le rapport de soi-même par rapport au temps, ce qui se caractérise donc par la permanence au cours du temps, au cours de la vie. On le définit par le caractère, qui comporte une dimension structurale immuable de base,
tels que le code génétique, les empreintes digitales, mais aussi, et c'est très important, les dispositions et les identifications acquises. La deuxième partie de l'identité, c'est l'identité ipsée ou l'ipséité, qui définit le rapport aux autres dans le temps. Il permet le maintien de soi au travers de la promesse donnée. La fidélité à soi-même et à autrui permet de se construire une identité avec une dimension éthique dans la fidélité à soi-même. Elle répond à la question « Qui suis-je » Elle ne suppose a priori aucun noyau fixe de la personnalité. Donc toute notre identité est un équilibre entre ces deux pôles, le pôle d'ipséité et le pôle d'identité idem. Le modèle de l'identité narrative, donc l'identité narrative, se tient dans l'entre-deux. En narrativisant le caractère, le récit lui rend son mouvement qui a été aboli dans les dispositions acquises et les identifications sédimentées. En narrativisant la visée de la vraie vie ou de la vie bonne, comme le dit Ricoeur sur un plan éthique, le récit permet de transformer le hasard en destin choisi. La conception narrative de l'identité, selon Paul Ricoeur, permet d'aborder la personne sous l'angle de son historicité et de rendre compte à la fois de la permanence et du changement dans la constitution de l'identité. La narrativité remplit donc cette fonction herméneutique, donc la quête de sens, qui est à l'œuvre dès la naissance, qui est propre à l'espèce humaine dès son origine, donc dans le rapport à ces mondes internes et externes. Elle permet la construction d'un soi, construction qui brouille la limite entre la fiction et la réalité. Elle reflète les origines du sujet, ainsi la façon dont un sujet raconte son histoire, et plus précisément donc l'histoire de ses origines, reflète non pas la réalité de son histoire précoce, mais la façon dont il a intériorisé cette histoire précoce. L'identité narrative est donc une construction se situant entre altérité et temporalité, qui sont les deux menaces de l'identité, entre expérience vive et fiction. Cette construction, par son caractère instable, cette tension entre deux pôles, reste en réactualisation perpétuelle tout au long de la vie du sujet, mais aussi tout au long de l'évolution de l'espèce humaine. La véritable liberté de l'être humain se situe dans la possibilité de construire, de déconstruire, de reconstruire son récit de vie, qui lui permet d'assurer sa singularité et sa variabilité. J'ai repris un peu les travaux de Serge Tisseron autour de Tintin. Le capitaine Haddock décrit à Tintin le chevalier de Haddock, son aïeul, qui serait un fils illégitime de Louis XIV. On aura un peu de mal à effectuer des tests génétiques pour voir s'il y a une filiation directe entre Louis XIV et le capitaine Haddock. Et en même temps, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça reflète des éléments de la biographie réelle et des secrets de famille dans la famille de Hergé, puisque le grand-père paternel de Hergé était d'origine inconnue, et probablement d'un père issu d'un père illustre, mais inconnu, sachant que la famille a été très aidée par une comtesse assez mystérieuse qui ressemblait beaucoup à la Castafiore. Voilà donc la notion de filiation narrative, ce que je voulais vous dire.